Bienvenue dans le Point de Bascule, le podcast qui explore les propriétés de l'esprit pour celles et ceux qui veulent vivre plus grand, plus beau et plus mieux. Nous sommes Mel et Sam, explorateurs du petit et du grand tout. Dans cet épisode qui fait suite au précédent au sujet de la manifestation, on va voir ce coup-ci le process à suivre pour recoder son identité et transformer sa réalité. Mel, est-ce que tu peux nous faire un petit récap de ce qu'on s'est dit au dernier épisode ? Allez, dans les grandes lignes, pour rappel, la manifestation, c'est donner vie à la réalité qu'on désire vivre, d'accord ? En devenant émetteur de tous les possibles souhaités pour soi, évidemment. Donc il est question, pour permettre tout ça, d'identité, de notre système de croyances, d'incarnation de nos désirs dans la matière, et puis de cette fameuse fréquence, de ce fameux signal qu'on va émettre sur un plan électromagnétique, donc énergétique. Donc il est question de recodage identitaire comme base absolument indispensable de toute création de réalités différentes. Mais alors comment on rend tout ça possible ? Comment notre identité peut-elle permettre de rencontrer ces nouveaux possibles ? La première étape, sans laquelle, de mon point de vue, rien ne se passe, et qu'on encourage chez toutes les personnes qu'on accompagne, c'est vraiment de se mettre à nu, de se mettre vraiment tout nu face à soi, en fait, de se regarder en face. Tu m'as fait peur. État des lieux, quoi. Oui, un état des lieux. Si vous voulez vous mettre tout nu physiquement, faites-le, ce n'est pas notre problème. Oh non, il faut commencer comme ça. C'est pas vraiment un prérequis, en revanche. En fait, bien souvent, on n'ose pas faire un état des lieux réel de ce qui ne nous satisfait pas dans notre vie. Parce qu'on s'y est habitué, parce qu'on se dit que c'est comme ça, parce qu'on n'ose pas regarder les choses en face, parce qu'on a la trouille, en fait, de tout ce que ça va... chercher, de tout ce que ça va remettre en question, des décisions qu'il va peut-être falloir prendre. Derrière, en fait, il y a une forme de confort pas confortable à pas se dire toujours la vérité. Or, rien ne se passe si on regarde pas les choses avec honnêteté, avec vérité. Donc, la première étape, elle commence à minima par une observation domaine de vie par domaine de vie de ce qui est, de la réalité existante à date, et de à quel point elle nous satisfait ou elle nous satisfait pas. Connaître, respecter, aimer son point d'origine. Oui, aussi, parce que forcément, on en parlait il n'y a pas très longtemps en faisant référence à des périodes de vie qui ont été plus difficiles que d'autres, et forcément, quand on est dans ces moments-là, on a très très envie d'être ailleurs, quoi, de ne plus être là où on est. Et donc, je trouve que ça vient, et dans notre expérience perso, et puis dans les milliers de personnes là, qu'on a pu accompagner, mais on voit bien que ça vient chercher de la honte, des sentiments hyper désagréables. On voudrait la comparaison. On voudrait être autre chose que ce qu'on est à ce moment-là. Et pourtant, ce point-là d'origine, en fait, si on le déteste, le problème, c'est que ce qu'on va émettre, c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. C'est comme si on avait un signal amplifié, en fait, qui dit c'est nul. Donc, il va quand même bien falloir trouver les moyens de guérir, en fait, les hontes, de se dire, bah oui, peut-être que j'en suis là, mais... c'était mon chemin, j'en sais rien, enfin bon, il y a un vrai travail à faire dessus, pour arriver à regarder les choses en face sans peur. C'est ça, mais à son point d'origine, de toute façon, on est la somme, de toute façon, de tout son vécu, mais oui. Si vous pensez à quelqu'un qui veut devenir, je sais pas, entrepreneur, par exemple, bah lui, il commence, et donc, évidemment, il se compare avec des gens qui font ça depuis 10 ans. Donc, il parle d'une réussite qui montre des moyens techniques, logistiques, tout ce que vous voulez, une aisance. Des habitudes, ouais, clairement. Qui peuvent vraiment percuter, et en tout cas, qui vont pas créer la bonne fréquence pour la personne qui, elle, commence. C'est vraiment le bon moyen, en fait, de pas avoir son identité. En fait, c'est de dire, bah, les autres font comme ça, moi, faut que je fasse comme ça, et on oublie carrément qui on est. Complètement. Et puis, se rappeler que on redémarre jamais à zéro, c'est pas vrai, en fait. On est toujours riche de notre vécu. C'est ça. Enfin, puis moi, je l'ai vécu à titre perso plusieurs fois. La vie peut bouger à une vitesse, mais folle, quoi. Positivement, hein, j'entends. En quelques mois. T'as l'impression que t'es à la cave, et puis d'un seul coup, il va y avoir une série d'événements, en fait, qui, 6 mois plus tard, vont te propulser dans une réalité complètement autre, hyper chouette, etc. Donc, voilà, aimer ce point d'origine. Diagnostic, donc, suivi de... Donc, état des lieux, suivi de... Une fois qu'on a regardé ce qui nous plaisait pas, on est souvent pas si au clair que ça. On n'est déjà pas au clair avec notre état des lieux, mais on n'est pas non plus au clair avec nos vrais besoins, nos vrais rêves et nos vraies envies. Et donc, ça aussi, c'est le début du chemin.
C'est-à-dire que, pour prendre une image un peu bidon, mais qui va parler à tout le monde, on a souvent l'image de l'archer qui, si il n'a pas de cible, va tirer des flèches un petit peu au hasard et puis il verra bien dans quoi elles vont se ficher. Donc il y a effectivement déjà cet objectif. C'est quoi ma vraie vision? J'allais dire ma vraie mission, mais c'est quoi ma vraie mission? C'est quoi ma vraie vision? C'est quoi mon vrai besoin? Qu'est-ce que je veux pour de vrai? Parce que la difficulté, c'est de placer l'objectif à l'extérieur, et on a super l'habitude de faire ça, de plutôt concevoir son monde en fonction du regard des autres. Et donc, on a envie de contribuer aux autres, de partager des trucs. Voilà, on se donne une espèce de bonne conscience. Oui, mais qui peut avoir des vrais fondements. C'est OK, mais... Oui, mais qui n'est pas l'objectif qu'on cherche. Pas toujours. Pas toujours. On a le droit... on vous rappelle, tout ce qui est mental n'existe pas. Donc, on a le droit d'être égocentré sur ce qu'on veut, de croire en son pouvoir, de croire en des choses qu'on ne nous a jamais encouragé à faire, à être, à incarner. À vouloir. Donc là, c'est ça. C'est l'objectif dont on parle, c'est celui-ci. Qu'est-ce qui me fait vraiment envie à moi? Qu'est-ce que j'aime vraiment faire? J'ai l'exemple d'une cliente accompagnée il n'y a pas très longtemps, qui s'était lancée dans une trajectoire à visée thérapeutique et qui, au fil du chemin, s'est aperçue qu'en réalité, c'était pas forcément ce qu'elle avait envie de faire, en fait, d'aider son prochain. Et en fait, il y a eu un vrai... j'allais dire, un vrai accouchement un peu dans la douleur, à oser se dire... C'est super courageux. Oui, qu'elle n'avait pas forcément envie de prendre soin de l'autre. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a un désir hyper fort de contribution, mais qui a envie de le faire passer par un autre chemin. Et il y a plein de manières de contribuer. Et donc, on est souvent aux prises avec notre censeur intérieur là, qui nous dit tu devrais vouloir ça, parce que c'est bien, tu comprends, c'est vertueux. Tu devrais... Dans le cas que tu cites, en plus, sur la thérapie, il y a vraiment le côté... je donne, j'aide les autres. Donc, en fait, ne pas prêter allégeance à ça peut être perçu comme... c'est vilain. T'es vilain, t'es égoïste, et ça. Non, pas du tout. Il y a plein de manières de contribuer. On a un fils qui est musicien, on l'a été tous les deux beaucoup. Un écrivain, une écrivaine, c'est sont génial. Dans leur coin, mais ils contribuent. Contribuent avec de l'art. Pourtant, on n'est pas directement dans un cabinet de thérapeute avec quelqu'un en face de soi, mais il y a plein de manières de donner, en fait, d'émouvoir, de partager, de créer du lien, etc. Bref, donc, commencer par se dire qu'est-ce que je veux vraiment, et pas comment je vais être perçu, etc. Si je reprends mon exemple à moi, je me souviens de moments où j'avais beaucoup de mal à exprimer ce que je voulais, moi. Et en fait, j'en suis arrivé à une conclusion cruelle, mais tellement pleine de vérité. Je ne me connaissais pas. Je m'étais raconté que je me connaissais, mais en fait, je ne me connaissais pas. Et donc, j'ai bien peur que l'étape suivante, qui doit être la 3e, consiste, je pense, à se connaître, tout simplement. À se connaître dans sa version déconditionnée, en fait. Et encore une fois, oui, pas dans la version soit qu'on nous a apprise, parce que mine de rien, nos parents, même hyper bien intentionnés, mais sont les champions du monde de t'es comme ci, t'es comme ça, t'es machin, ok. Mais vraiment, voilà, se connaître dans... encore une fois, dans ce qu'on est dans sa vérité. Tu parles de toi, mais moi, je me suis raconté hyper longtemps que j'étais hyper sociable, que j'adorais avoir du monde partout autour de moi, etc. Et en fait, j'avais confondu deux choses, c'est-à-dire que je pense sincèrement aimer la connexion, en fait, partager, contribuer, etc. Mais j'ai besoin, pour pouvoir assurer cette connexion et pour pouvoir donner, d'avoir un mode de vie en réalité assez calme, très en contact avec la nature, avec les miens, etc., etc. Et donc, c'est un exemple anecdotique, ça n'a pas joué un rôle de dingue dans la construction de ma vie, mais effectivement, on a vite tendance à soit se conformer à l'image que les autres, en fait, ont envie d'avoir de nous, soit à se dire que c'est bien d'être tel truc. Et donc, en fait, voilà, on est... Il y a un récit, comme ça, intérieur. Exactement. Après, se connaître, travailler sur son mode d'emploi, c'est plutôt un fil conducteur qu'une étape à part entière, mais pour autant, c'est absolument indispensable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va quand même bien falloir partir à la rencontre de soi dans ce qu'on appelle sa version déconditionnée. C'est un terme qui vient directement du Human Design, qui fait partie des outils qu'on utilise pour justement contacter son mode d'emploi vierge
de toute croyance, de tout conditionnement. Il y a plein d'autres outils qu'ils utilisent, mais celui-ci a le mérite d'être hyper percutant, hyper précis. C'est ce qui fait qu'on travaille avec. Et il a l'avantage en plus de nous permettre d'aller identifier nos zones naturelles de force et inversement celles qui nous là où on s'épuise. Ouais. Là, on perd beaucoup d'énergie parce qu'on est à contre-emploi, en fait. Hein. Tu parlais de mode d'emploi. Dès qu'on est à contre-emploi, c'est une catastrophe énergétique. Complètement. Et on est pourtant hyper conditionné. Et parfois, on peut mettre un temps fou à s'en apercevoir. Tout à l'heure, tu disais que tu étais arrivé à la conclusion à un moment donné que tu ne te connaissais pas. Alors, évidemment, quand on dit ça, bien sûr qu'il y a des pans de nous qu'on maîtrise quand même à peu près bien. Mais par contre, ça peut faire 20 ans qu'on avance avec le frein à main. C'est ça. Et on n'a pas la conscience posée dessus, en fait. Oui, bon, on a même créé des mécanismes pour s'expliquer que c'est bien, etc. C'est là où moi je dis que moi je me connaissais pas. Tu parlais du human design, par contre, ça remet. Alors il y a un truc qui est intéressant, c'est-à-dire que à la lecture de sa charte, si on est un peu perdu, si on se reconnaît pas, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a de fortes chances qu'il y ait pas mal de contre-emploi justement. Ouais. Hein. Ça permet de repérer le niveau de conditionnement. Le niveau de conditionnement qu'il y a. Ce qui est super intéressant dans le principe, on parlait de point d'origine de tout à l'heure. La manifestation, ça consiste à aller contacter une nouvelle réalité. Donc, on n'est pas forcément dans le futur, hein, d'accord ? Mais il y a quand même un élan vers le après. Bien sûr. Je trouve que l'opération, la faire sans connaître son point d'origine, sans savoir qui on est, y a un truc dans l'équation qui est pas juste. C'est ça que je trouve intéressant dans cette phase, qui consiste à se connaître, et avec des outils comme le Human Design, c'est que j'ai l'impression qu'on fait le travail proprement, en tout cas. Parce qu'on a l'impression vraiment qu'on trouve toutes les caractéristiques qui font de nous un être unique. Ouais. L'énergie que ça donne sur les zones de force, comme tu parlais, et puis les endroits où c'est pas la peine d'aller, c'est pas là qu'on est bon. Donc l'idée, c'est plutôt de capitaliser là où on a de la force. Et quand il s'agit de se projeter vers une autre réalité, l'exercice, il est super intéressant. Il y a, on se ment pas. Enfin, quand on parle de déconditionnement, justement, le grand avantage du truc, c'est d'enlever toute la poussière, quoi. Et ces outils-là, que ce soit le Human Design ou d'autres avec lesquels on travaille, l'objectif, c'est pas à nouveau d'être rangé dans une case, un dogme, un truc dans lequel on nous enferme, mais c'est de voir comment certains points vont résonner en nous. En fait, quand on est dans sa vérité, on le sait. Quand quelqu'un va nous dire « Tiens, t'as l'impression que telle ou telle situation, ça te fatigue ?» Quand c'est vrai, même si ça fait 15 ans qu'on se raconte des histoires, il y a cette lumière qui s'allume à l'intérieur qui dit « Ben ouais, en fait... » C'est vrai. Comme si on n'avait juste pas osé se l'avouer, comme si on s'était juste pas donné l'autorisation de se dire, mais oui, comme l'exemple que je vous donnais tout à l'heure avec cette cliente qui a eu besoin d'arriver à se dire, mais en fait, oui, je crois que j'ai pas envie juste de recevoir des gens dans un cabinet. Ok. Un peu comme le fonctionnement de la manifestation d'ailleurs, mais ça marche pas, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Le Human Design, c'est un peu pareil, puisque au départ, il s'agit quand même d'avoir... des informations type coordonnées de naissance, etc. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, comment ça marche, etc. Mais j'ai jamais vu une personne à qui on a débriefé sa charte remettre en question le fait que c'était vrai, puissant et que ça tombait juste à 100%. Mais en fait, c'est pas pour rien qu'on se définit comme des explorateurs du petit et du grand tout. D'ailleurs, c'est dans nos chartes Human Design respectives, c'est très drôle. Mais comment dire, on a, je pense, une approche très empirique, très expérientielle de la vie. Et pourtant, voilà, moi j'ai un cumul de masters, de diplômes, de trucs, de recherches, etc. Là où ça m'a fait le choix de rentrer dans la vie de façon beaucoup plus comme quelqu'un qui travaillerait la matière directement. Et ça nous a amené pourtant exactement aux mêmes endroits, à savoir que ce qui compte pour nous aujourd'hui, c'est la vérité de ce qu'on observe. Et que ce soit la manifestation, enfin les techniques de manifestation, le Human Design, ça me fait penser à la médecine chinoise aussi, où on travaille avec des méridiens, je vous la fais hyper courte, mais l'idée c'est empirique. C'est hyper empirique. L'idée, c'est pas de se dire est-ce que les méridiens existent ? L'idée, c'est de se dire ça marche, donc ça existe. Et en fait, en médecine chinoise, dans la tradition, plutôt que de perdre du temps à essayer de démontrer qu'un truc existe, il marche. Le postulat, ça a été de se dire ça marche, donc ça existe. Et c'est vrai que nous, c'est le point de vue qui a nourri énormément nos investigations. C'est pour ça que dans l'épisode précédent, on disait en fait, on n'oppose jamais science, spiritualité, etc. C'est intéressant d'avoir les différentes lumières, mais au fond, c'est pas très important. Ça marche,
Donc ça existe. Bref, Human Design, pour le coup, c'est un super outil. En la matière, quoi. Et donc, on disait que dans l'Human Design, ou autre outil, d'accord, mais quand on va explorer en fait ce dont on est fait, on va aller contacter encore une fois ses talents naturels, comme tu disais, ça sert à rien d'aller dans des endroits où on n'est pas bon. Il y a un proverbe comme ça qui dit que, je crois que je vais me foirer encore une fois dans le proverbe, mais je vais quand même le tenter. Tu peux pas demander à un poisson de monter aux arbres. Ah ouais, alors c'est pas ça du tout, mais... Je crois que je l'ai pas. Mais bon, ok, on l'a, c'est bon. On l'a, d'accord. Bon, évidemment, le poisson à qui on va demander de monter aux arbres va être nul, il va pas y arriver, mais par contre, il a d'autres talents à exploiter. Bon, l'idée générale, ne m'en voulez pas. Reste dans ta mare. Ah, c'est ça. L'idée générale, c'est celle-là. Et donc, oui, il faut accorder de l'importance à ce qui nous épuise et à ce qui nous a épuisés. Ça nous amène au 4e point. Eh oui. Repérer les états de survie. Yes. Les états de survie du système nerveux. Alors, on ne peut pas faire un cours entier sur le système nerveux, on va donc juste le poser de manière hyper concise. Le système nerveux qui, chez nous, a une seule fonction, nous protéger. Pas nous rendre heureux, nous protéger. Ça tombe bien, c'est ce qui nous a aidé à survivre au fil du temps, ce qui nous a aidé à décamper quand on était poursuivi par une bête féroce, qui nous a aidé à nous battre quand c'était nécessaire, etc. À nous mettre en mouvement, à réagir. Complètement, donc c'est plein de mécanismes adaptatifs spontanés dont on a besoin. Un peu archaïque, mais bon. C'est cool, mais qui sont archaïques, puisque la préhistoire, c'était il y a une demi-heure. Et donc on se retrouve avec des états de survie créés en fait par notre système nerveux dans un monde contemporain où a priori, et surtout en Occident, il y a moins de bêtes féroces, il y a moins de clans voisins à qui casser la gueule ou pas, enfin bon bref, voilà. Et pourtant, les états de survie du système nerveux sont toujours là, et ils dorment en nous et ils sont ancrés en nous, parfois depuis, toujours. Ça a l'air... C'est vraiment un disjoncteur, quoi. Complètement. Il n'y a même pas le loisir 2 secondes de réfléchir à quoi que ce soit. C'est très instantané comme réaction. Et donc, effectivement, ça peut donner lieu à des colères de dingue, à de l'agressivité, ou d'un seul coup, d'être complètement figé. Du rien, de la sidération. De la sidération, etc. Voilà. De la fuite. Là, on est en train d'énumérer, en fait, tous les états de survie qui existent, de la soumission aussi. Et tu as raison, ça gagne sur tout le reste. C'est-à-dire que de toute façon... c'est le boss de tout. Je sais pas comment le formuler autrement. Nous, on s'est souvent dit en fait que c'est pour ça que tu en parles d'ores et déjà. S'il n'y a pas, mais pas que de la régulation. Hein, c'est vraiment, je vis et je comprends mon système nerveux. Ouais. Finalement, mais même tout ce qui est thérapie, compréhension. Tout peut être foiré, juste... Tant que l'état de survie n'est pas résolu. Exactement. C'est plus que régulé pour moi, c'est résolu. Les techniques de régulation, on s'en sert dans nos programmes, elles vont avoir un intérêt en termes de rééducation. Un système nerveux qui est en mode, comme j'appelle, poulet frit depuis des années, il va effectivement falloir lui apprendre. Tiens, t'as vu, on est calme aujourd'hui, et le lendemain, tiens, t'as vu, on est calme, etc., etc., au fil des semaines et des mois. Mais il faut apprendre à traverser les 4 états dont on a besoin. Dont on a besoin pour vivre, pour se mettre en mouvement. Et sans en être... Pour évoluer, en fait. Mais oui, c'est ça. On a besoin, en théorie polyvagale... On régule quand on reste figé dans un des états. Complètement. En théorie polyvagale, on dit qu'on a besoin de flexibilité, en fait, de souplesse vagale. On a besoin de pouvoir naviguer les différents états qui sont... la gym vagale. De la gym vagale. Voilà, chaque matin. Et donc, on voit bien... Pourquoi on vous parle de ça dans la manifestation ? Parce qu'on voit bien que tant que le système nerveux n'est pas OK au sens danger ou pas pour recevoir, pour expanser, pour changer de vie, il ne se passera rien. Cette fonction-là va gagner sur tout le reste, va gagner sur la volonté, sur la motivation, sur la discipline. Et en fait, souvent d'ailleurs, c'est finalement cette partie de nous qui est agissante quand on parle d'auto-sabotage. En réalité, il n'y a pas vraiment d'auto-sabotage, il y a juste le système nerveux qui dit « c'était un mauvais souvenir, j'ai encodé ça comme un danger, on n'y va plus. » Moi, je ne fais pas. Je ne fais pas. Ouais. Donc, procrastination, évitement, etc., etc. Et vraiment, c'est la force suprême. Hein. Oui. Interrogez-vous souvent quand vous avez des états profonds ouais.
On le repère fort avec la colère, le côté exaspération, colère. Avec le figement aussi. Et le figement. Ouais. Voilà. L'état dépressif un peu là. Je bouge pas, j'ai pas envie de me lever, j'ai pas envie de faire, je ressens une profonde fatigue. En fait, le système nerveux, il va envoyer tout ce qu'il connaît pour ça bouge pas. Donc ces états, en plus, c'est important d'aller les voir et d'aller d'aller explorer finalement ce qui fait qu'on se retrouve dans un état de survie. Parce que la compréhension, elle a son rôle à jouer. Et surtout, ça va nous permettre d'aller vers notre étape 5 avec les clous du spectacle, à savoir les croyances inconscientes qui vont sous-tendre ces états de survie. Qui les alimentent, ouais. C'est ça, puisque tout ça cohabite gentiment en nous, puis qui les alimente, et ça fait même une espèce de boucle, c'est-à-dire que plus tu es dans un état de survie, plus ça renforce ta croyance, qui vient renforcer ton état de survie, etc. etc. Donc l'étape 5, c'est l'identification et le dégommage, le zigouillage des croyances inconscientes qui ne vont pas dans le sens de nos désirs. Encore une fois, si ma croyance inconsciente, c'est j'ai toujours de la chance, a priori, il n'y a pas vraiment de raison de la faire bouger. Si ma croyance inconsciente, c'est je rate tout ce que j'entreprends, il va falloir aller la regarder de plus près. Et c'est pas simple, honnêtement. Ah bah non. C'est pas simple, parce qu'il faut vraiment observer son dialogue interne, là, les petites boucles qui tournent, les choses qu'on se dit. Donc il y a vraiment un travail, je trouve, presque chirurgical du quotidien, c'est-à-dire accepter d'arrêter le temps de la vie pour se dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Pourquoi je suis en train de gueuler au rond-point après une personne ? Je ne sais pas pourquoi. C'est un exemple vécu. Complètement au hasard. Pourquoi je me mets dans cet état-là, pourquoi je réagis comme ça, etc. Donc là, au lieu de continuer à laisser le système nerveux justement produire ou faire sa boucle, il faut s'arrêter et puis dire qu'est-ce qui est en train de se jouer là ? Qu'est-ce que je suis en train de me dire ? Quel est le mécanisme ? Il y a ça. Je trouve que c'est vraiment un truc. C'est pas l'étape la plus simple, c'est là où il y a besoin de beaucoup d'aide, de méthodes, de connaissances et d'apports pour gagner du temps, parce que là, c'est une sacrée étape, je trouve. Et puis, observer ces états, c'est vrai que c'est une partie du job. Qu'est-ce qui me déclenche, en fait ? Qu'est-ce qui ne me déclenche pas ? C'est que le début du job, ouais. Et même observer son dialogue interne, en fait. Parce que on a, je crois, 95%, 98%, je ne me rappelle jamais, de nos pensées qui sont analogues à celles de la veille. Je crois que c'est 90%, ouais. Ah, j'ai su. Mais comme tu dis, c'est normal. C'est pour ne pas se poser la question tous les jours de qu'est-ce que c'est que ce truc. Ouais. Mais ça veut dire quand même qu'il y en a plein qui passent en pilote automatique, quand même. Et dans nos pensées, dans ce dialogue intérieur, en fait, à partir du moment où on met de la conscience dessus, on prend la pleine mesure de ce qui nourrit, en fait, notre état d'être quotidien. C'est pas la même chose de se lever le matin en se disant « je suis fatiguée, j'ai pas assez dormi, encore une journée qui va être compliquée, comment je vais faire ?» Ok, ça peut arriver, l'idée c'est pas de juger ici, que de se lever en se disant c'est génial, il fait beau, c'est cool, bon, j'aurais aimé dormir plus, mais c'est pas grave, ça va aller, je ferai une petite sieste au besoin. Et en fait, il y a besoin de passer aussi par cette auto-observation, comme tu disais, clinique, là, qu'est-ce que je me raconte ? Et de s'attraper, en fait, à chaque fois. On peut regarder aussi nos zones de contrôle. Ça raconte toujours quelque chose, puisqu'il n'y a pas de tentative de contrôle sans insécurité. On contrôle pas, on n'essaye pas de contrôler, d'ailleurs c'est une illusion, par hasard. Ouais, c'est un début, c'est essayer de repérer ces zones de contrôle, ce que tu veux dire, pour dire, ok, quel est le pattern derrière, quel est le déclencheur ? C'est ça. Quel est le déclencheur ? Qu'est-ce qui fait ? Où est l'insécurité en moi ? Qu'est-ce qui fait que je me dis qu'il faut que je contrôle ? Alors, attention, il y a des choses que... ne pas confondre contrôle et maîtrise, c'est-à-dire que c'est ok de vouloir être en maîtrise sur quelque chose, c'est de l'expertise, on gagne du temps, etc. Le contrôle, c'est encore autre chose. Le contrôle, ça vient parler d'une insécurité, donc ça vient parler d'un système de croyance, d'une fragilité, etc., qu'il faut aller regarder. Donc, mine de rien, avec tout ça, moi, je me suis toujours dit, il faut aller regarder nos zones de médiocrité, en fait. Mais on les aime, on en a tous, mais il faut y aller. Et c'est pas toujours, ça gratte quoi, c'est pas toujours hyper confortable. On peut aller regarder les schémas qui se répètent aussi dans notre vie, les émotions récurrentes, tu en parlais, bref. Déjà par auto-observation, on peut commencer à tirer les fils. Et après, et ça fait partie de ce qu'on accompagne notamment, il faut une méthode pour savoir comment plonger vraiment loin sous la surface et puis aller chercher notamment là les croyances racines. C'est ça, les débusquer, les déclencheurs les plus... paralysants, les plus polluants. Ouais.
Ouais, parce qu'en fait, une croyance dans l'absolu, c'est ce que tu disais à propos du mental, c'est une construction. Ce qui va nous intéresser, c'est ses impacts dans notre vie. C'est en fait ce qu'elle nous empêche. Et on a besoin on a besoin de remonter à la racine. Donc ça, c'est pour la partie déprogrammation. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est comment on installe un nouveau programme, comment on recode ça. Je sais que tu aimes bien, toi, l'image de il est grand temps maintenant de ranger son garage. Donc l'idée, là, c'est de rééduquer le cerveau, en fait. En fait, c'est ça. Et effectivement, j'aime bien mon histoire de garage, mais une fois que le garage est nettoyé et rangé, on peut mettre quelque chose d'autre dedans, quoi. En gros, ça marche avec toutes les pièces de la maison. C'est ça, oui, un garage avec tiroir. Enfin bon, je te laisse le garage. Souvent, tu sais, c'est l'endroit où on entasse des trucs et des machins. Et on va pas voir, quoi. Et on va pas voir, il y a des cartons, ils ont je sais pas combien d'années, on sait pas ce qu'il y a dedans, on y va pas, etc. Donc voilà, une fois que le garage est nettoyé et rangé, on va pouvoir recoder. Et recoder, en fait, c'est vraiment rééduquer le cerveau et conséquemment la physiologie et conséquemment le champ énergétique et conséquemment le concret, quoi, du coup, le comportement. C'est possible. Et là, les visualisations dont on parlait tout à l'heure deviennent adaptées, même si... ça envoie un nouveau refrain au cerveau. Hein. Là, oui. Ouais. À ce moment-là. On répète, hein, il faut 21 jours au cerveau pour créer des nouveaux sillons neuronaux. Donc, juste simplement, un peu comme un vinyle, quoi, réécrire une chanson, quoi. Réécrire, et puis comme tu viens de le dire, ne pas omettre le fait que la répétition va être fondamentale. Pour la raison que tu viens d'évoquer, de sillons neuronaux. Il ne s'agit pas de visualiser une fois de temps en temps. Alors, c'est cool, il vaut mieux faire une petite fois que jamais. Mais par contre, on a besoin de, comme on dit, saturer le conscient. Sur une base propre, sur un garage rangé. Et après, la répétition va être... Qu'il oublie l'histoire ancienne aussi, il y a un peu ça. Hein. C'est ça, activer la neuroplasticité en fait, pour qu'il y ait de nouveaux programmes, donc une nouvelle réalité qui se mette en place. Et notre fameux SRA dont on parlait tout à l'heure, la zone du cerveau qui scanne, vous savez, les baies quand les hommes préhistoriques avaient besoin de manger, le SRA va donc aussi se mettre à voir autre chose. Il y a cette notion je capte l'information entrante différemment, donc j'entends peut-être un truc que j'entendais pas, je rebondis sur une idée, une opportunité, etc., etc. En fait, à cette étape-là, on travaille la cohérence corps, cœur, cerveau, champ et concret. Comportement, action concrète. Clairement. Même le système nerveux, là tu parlais de flexibilité tout à l'heure, là il est beaucoup plus apte à le faire. Et oui. Parce qu'il est moins ancré dans un garage bordélique, tout simplement. Complètement, il est moins ancré dans du danger, donc recevoir c'est ok, s'expanser c'est ok, etc. Donc là, les techniques de manifestation peuvent être utilisées et fonctionner. Efficiente, ouais. Et souvent, on entend dire de la manifestation ah mais ça marche pas, etc., etc. Mais souvent, quand ça marche pas, c'est que c'est trop parcellaire en fait. Ça a juste, c'est des techniques qu'on a essayé de clipser. C'est comme si on avait essayé de mettre un nouveau... Un pansement sur une jambe de bois. Un pansement sur une jambe de bois, ça fait 2 fois. Ah ouais, mais bon, je sais pas d'où vient ce truc, mais... Attention, après, on multiplie les expressions de grand-mère, j'en sais quelque chose. Mais voilà, c'est comme si on essayait de mettre un nouveau véhicule dans un garage en bordel. Voilà, ça ne marche pas. Et enfin, étape 7. Eh oui. Après, va falloir ancrer et consolider par des actions depuis cette nouvelle identité. En fait, ce qu'il faut comprendre sur la manifestation, c'est que c'est pas du blabla. On reste pas dans l'intellect, on reste pas dans je comprends, on reste pas dans je rêve. Après, il faut vraiment faire descendre dans le concret, dans la matière. C'est ce qu'on appelle en anglais, on dit live by the end. Donc je vais contacter en fait l'identité, mon futur moi, comme on dit en manifestation, celui qui vit déjà la réalité que j'ai envie de vivre. Et en fait, j'attrape cette réalité, cette identité-là, et je me mets à agir concrètement suivant cette identité-là. Je vous parlais du multivers tout à l'heure. Oui. Ouais, on y revient. C'est le principe. Donc, qu'est-ce que ça donnerait comme exemple appliqué si mon objectif, c'est de créer ma boîte, okay. Si je fais mon live by the end, donc j'ai l'identité déjà de cet entrepreneur qui a réussi, qui fait déjà, j'en sais rien, 100K, 200K, des millions, on s'en fout, prenez le chiffre qui vous parle d'ailleurs. Qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle se comporte? Comment elle boit son café? Comment elle réfléchit? Quelles actions, quelles décisions elle prendrait? L'idée, c'est pas de se dire
oh bah je vais cramer de l'argent que j'ai pas puisque je vais avoir des millions. Mmh. L'idée, c'est vraiment quel est mon état interne, quelle décision je prends en partant de cette identité-là. C'est ça, Mon état émotionnel. C'est ça. Est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que je suis en insécurité? Ouais. Qu'est-ce que déciderait cette version de moi? D'ailleurs, tu disais 10 000, 100 000, 1 million, ça, notre cerveau, il s'en fout, il fait pas la différence entre 2 euros et 100 000 euros, lui. Non, Donc, c'est ça, c'est important pour nous, pour notre humain qui aime Voilà. les choses concrètes. et Mais toujours dans le fameux c'est ça. sphère mentale qui, en fait, l'état de l'univers n'existe pas. Exactement. Bon, bah, c'est pas si compliqué que ça, finalement, alors. Bah non, enfin. Non, blague à part, effectivement, il faut savoir quoi faire, et j'ai presque envie de dire dans quel ordre, finalement, pour que ça fonctionne. Carrément. Et puis, surtout, en fait, il faut que ça parte d'un vrai désir de bouger. Je pense sincèrement que, je crois qu'on a fait un réel il n'y a pas très longtemps sur le sujet, mais si on est encore confortable dans son inconfort, si on n'est pas véritablement prêt, en fait, à changer, il y a trop de raisons de renoncer au fil du chemin, en fait. Complètement. Donc ça part quand même d'une vraie décision, d'un vrai désir de transformation, de ces moments de vie, en fait, qui sont des moments charnières, où on se dit allez, cette fois j'y vais, quoi. J'ose me dire que je peux vivre autre chose que ce que je vis. J'ose, tu en parlais tout à l'heure, croire. Mais on s'est sûrement incarné dans cette vie pour ça. Bah, moi, je pense que oui, s'il devait y avoir un but dans toute notre incarnation, c'est ça, en fait, c'est se révéler à nous-mêmes et devenir ce qu'on a de mieux pour soi à devenir, en fait. Donc voilà, ça part quand même d'un choix, encore une fois. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dans un prochain épisode et d'ici là, osez rêver grand.